Les fait 7 heures avec 39 minutes. Nous allons recevoir son antenne nous et Fabrice Leclerc. Nous allons parler cacao, nous allons parler chocolat. Et Monsieur Leclerc, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre disponibilité pour notre émission ce matin. Avec vous, nous allons faire le point sur ce que réalise l'Organisation internationale du travail OIT à travers le programme Profit de la filière du cacao et en Haïti. Et le prétexte, c'est la participation de plusieurs chocolatiers, si on peut les appeler ainsi, au Salon international du chocolat de Paris qui s'est tenu la semaine dernière avec une bonne participation notamment de Haïtika, la marque Haïtika. Maintenant, on est curieux de savoir c'est quoi le programme Profit de l'OIT et pourquoi ce programme s'intéresse à la filière du cacao en Haïti. Bien, Monsieur Géna, merci pour cette invitation. Donc, l'Organisation internationale du travail est une organisation centenaire des Nations Unies qui promeut la justice sociale et le travail décent. Et dans ce cadre, nous travaillons beaucoup sur le développement de chaînes de valeur, que ce soit dans le textile à travers le programme Better Work ou dans l'agriculture, puisque c'est un secteur particulièrement porteur pour Haïti. Et à cet effet, nous avons réalisé en 2020 une étude approfondie de 4 chaînes de valeur porteuses ou prometteuses, que sont le cacao et le fruit à pain, mais également la noix de cajou et l'huile de ricin. En fonction des ressources disponibles offertes par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège, nous nous sommes concentrés sur le cacao et le fruit à pain, qui sont présents sur toutes les parcelles des petits producteurs de la grandance. Sachant que, en plus, pour être plus productif, le cacaoyer a besoin d'un peu d'ombre qui lui est justement fournie, la nature est bien faite, par l'arbre véritable. Donc nous avons démarré en 2021 la première phase de ce projet Profit. Profit signifie projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Et nous sommes concentrés sur chaque goulot d'étranglement de la chaîne de valeur du cacao et du fruit à pain. Et en l'occurrence, un important goulot d'étranglement est constitué par l'infrastructure, qui est très peu existante, on va dire, dans les zones reculées. Et nous avons notamment construit un centre de fermentation pour l'entreprise Caléos d'une capacité de 250 à 300 tonnes de cacao fermenté par an. L'entreprise Caléos est la première entreprise d'ailleurs de la grandance à faire de la fermentation du cacao, parce que l'important pour les produits agricoles haïtiens, c'est de pouvoir ajouter de la valeur, de façon à mieux rémunérer les petits producteurs. C'est pareil d'ailleurs pour le fruit à pain, parce que 80% du fruit à pain de la grandance, notamment aujourd'hui, n'est pas utilisé. Soit il tombe par terre et pourrit sur place, soit la post-récolte est mal organisée et donc 80% de la production est gaspillée, notamment parce que le fruit à pain n'est pas valorisé. Eh bien, nous voulons faire la même chose donc pour ces deux chaînes de valeur et grâce au cacao fermenté, nous pouvons exporter les fèves dans la plupart des pays européens, qui d'ailleurs seraient prêts à acheter facilement 10 fois la quantité produite aujourd'hui, tellement le cacao haïtien est prisé, et nous l'avons encore constaté lors de cette deuxième participation consécutive à la 30e édition du Salon mondial du cacao
et du chocolat, et de la pâtisserie. Au cours duquel nous avons également proposé une démonstration live d'un produit unique en grande première mondiale, d'un petit cookie, donc un biscuit, fabriqué à base de farine de fruits à pain et de cacao, avec des éclats de noix de coco, de la vanille et de la cannelle, ce qui donne un goût exquis. Et tous les visiteurs, donc il y a à peu près 100 000 visiteurs sur les 5 jours du salon, se l'arrachaient littéralement. Et nous sommes maintenant obligés, je dirais, mais c'est une obligation très agréable, de développer la capacité de transformation du fruit à pain, tout comme celle du cacao. Voilà, et nous sommes actuellement dans la deuxième phase de ce projet Profit, et nous renforçons les capacités, nous continuons à renforcer les capacités de tous les acteurs de ces chaînes de valeur, en partant des producteurs et de leurs parcelles, en passant par les coopératives et plateformes de coopératives. Nous venons de réaliser une formation de qualité internationale à travers un outil de l'OIT qui a été traduit spécialement en créole pour l'occasion. Nous avons créé, avec l'aide de la KNFP, une centaine de MUSO, des mutuelles de solidarité, qui permettent d'épargner et d'emprunter à des taux très préférentiels par rapport à ceux qui existent sur le marché, et qui permettent aux petits producteurs d'organiser leur activité comme un vrai business. Nous avons créé des fournisseurs de services agricoles, des FOSAG, qui sont en quelque sorte des intermédiaires entre le ministère de l'Agriculture et les petits producteurs pour fournir des services au niveau d'intrants, au niveau des outils, toutes sortes de services dont peuvent avoir besoin les producteurs pour être plus efficaces et plus productifs donc. Et nous continuons donc à développer les infrastructures. Nous sommes en train de contribuer à la construction de 4 centres de transformation du fruit à pain en farine pour pouvoir, entre autres choses, parce que nous visons plusieurs marchés, non seulement nationaux, mais également internationaux sur l'Amérique du Nord. Mais entre-temps, nous avons passé un accord avec le Programme alimentaire mondial pour permettre l'intégration de la farine de fruits à pain dans le menu des cantines scolaires, sachant que le fruit à pain est riche en vitamine B, C, minéraux, oméga 3 et oméga 6, et surtout sans gluten, ce qui en fait un atout inestimable à l'export. Donc nous travaillons avec plusieurs partenaires privés qui étaient d'ailleurs présents sur ce salon du chocolat. J'ai cité Kaleos. Il y a également Kaona, qui est une jeune entreprise localisée à Chambellan, et pour laquelle nous sommes en train de passer à la construction de cette unité de transformation du fruit à pain, sachant que Kaona distribue déjà ses produits dans tous les grands supermarchés d'Haïti et dans toutes les grandes villes correspondantes, que ce soit Port-au-Prince, Jacmel ou autres. Et il y avait également donc Haïtika qui nous a rejoint sur le salon, sur le même stand cette année. Et alors Ralph Leroy, qui est un ancien artiste créateur de la haute couture, qui s'est reconverti dans l'art culinaire et plus particulièrement dans la fabrication du chocolat, puisqu'il a commercialisé les chocolats Macaya, que l'on connaît bien également à Port-au-Prince. Voilà, oui. C'est intéressant de constater cette demande croissante pour le cacao haïtien et à l'étranger. Mais avez-vous une idée de la production de cacao haïtien en tonnes métriques là? Oui, en Haïti, elle tourne autour de 5000 tonnes.
sachant que 90% à peu près est vendu comme cacao Sanchez, c'est-à-dire non fermenté, ce qui ne permet pas... 5 000 tonnes, et avant d'avancer dans les explications, pour nous permettre de mieux comprendre ce que signifie ces 5 000 tonnes, pouvez-vous comparer la production haïtienne avec d'autres pays de la région? Bon, je n'ai pas toutes les données en tête, mais je sais que, par exemple, la République dominicaine produit à peu près 10 fois plus qu'Haïti. Et c'est principalement une question d'organisation et de logistique. Parce que la capacité existe en Haïti. Excusez-moi, Monsieur Leclerc et Robinson, en 2023, la République dominicaine avait exporté 66 000 tonnes. En 2024, 41 733 tonnes. Voilà, puisque vous avez les données sous les yeux, vous avez répondu à la question. Oui, en comparaison, ce qui prouve en comparaison avec Haïti, Haïti est vraiment à la traîne dans sa production. Et c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est surtout une question d'organisation et de logistique. La capacité existe pour produire beaucoup plus en Haïti, mais il y a des zones très reculées, les routes qui ne sont pas faites ou mal faites, et les transports qui ne sont pas adéquats, sans parler évidemment des blocages à l'entrée de Port-au-Prince qui rend l'exportation très très compliquée. Il est temps que soit on débloque ces routes, soit on trouve des alternatives, comme par exemple d'autres ports à travers lesquels on pourrait exporter. Est-ce qu'il y a dans ce secteur un système de financement pour encourager les producteurs? Il en existe, mais ils ne sont pas très, très adaptés. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous avons créé ce système de mutuelle de solidarité. Et puis bon, toutes les aides qui sont fournies depuis les années 90 ne sont pas très, très efficaces. Les gros programmes financés par les banques internationales ou les grosses ONG internationales ont tendance à ne pas travailler sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Ceux qui sont épuisés, il n'y a pas grand-chose qui reste sur le terrain. Magique 9, toute nouvelle, sans... Vous savez aussi que cette filière a été impactée par plusieurs aléas comme le déboisonnement et l'exode des gens qui quittent les zones rurales pour les centres urbains. Oui, tout à fait. Et bon, c'est pour ça que, par exemple, dans le cadre de notre programme, nous travaillons sur plusieurs tableaux en même temps. Nous avons mis en œuvre un volet qui s'intitulait Profit Urgence et qui a permis notamment la réhabilitation de 12 kilomètres sur les 75 ou 70 que compte la distance entre Jérémie et les Irois, zone dans laquelle nous opérons. Nous avons formé des donneurs d'ordre de la construction aux normes parasismiques et paracycloniques et qu'on utilise notamment dans la réhabilitation du marché public de Chambellan, qui est totalement moderne, avec abattoir, chambre froide et sanitaire, un modèle du genre que nous aimerions répliquer avec davantage de ressources. C'est pour ça que nous frappons à la porte notamment du ministère de l'Agriculture et de l'Économie et des Finances pour pouvoir avoir accès à plus de ressources et pouvoir renforcer donc les capacités des acteurs. Et j'en viens à votre point de l'exode, c'est justement en ajoutant de la valeur aux produits agricoles que l'on va retenir les gens dans les zones rurales et éviter cet exode vers les grandes villes. Donc je pense que notre approche est la bonne, mais elle mériterait des ressources
10 fois plus importante que celle dont nous disposons pour pouvoir vraiment avoir un impact à la hauteur du potentiel de ces chaînes de valeur. Donc, pour le moment, la production du cacao se concentre dans le Grand Sud? Non, il y en a également dans le nord, avec la FECANO notamment, qui était également présente sur le salon du chocolat. Un autre souci que je vois et que je me permets de signaler sur vos ondes, c'est ce manque de volonté de collaboration de tous les acteurs pour renforcer justement cette chaîne de valeur. Les producteurs ou les acteurs des autres zones ont tendance à vouloir faire cavalier seul, alors que sur le marché international, ce qui intéresse le public et les consommateurs, c'est le cacao d'Haïti, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Pour eux, ça n'a pas d'importance, oui. Même si, bien sûr, les terroirs sont tous particuliers, ça c'est une évidence. Mais encore une fois, aux yeux du marché international, c'est le cacao d'Haïti qui est prisé, quelle que soit la région de production. Comment s'organise la chaîne de production et à la transformation et jusqu'à l'exportation? Alors, comme je vous l'ai dit, nous fonctionnons avec des coopératives qui sont regroupées en une plateforme de coopératives qui facilite l'acheminement de la production vers les centrales d'achat qui ont été créées par l'entreprise Caleos, dont j'ai déjà parlé. Et ces centrales d'achat enregistrent les produits. Ils sont ensuite collectés pour être amenés dans le centre de fermentation. Et lorsque la fermentation est réalisée, les fèves de cacao sont mis dans des sacs et transportés en camion vers la capitale pour être transposés dans des containers de bateaux qui pour emmener la marchandise vers l'Europe. Voilà en gros le cheminement. Robinson, Monsieur Leclerc, est-ce qu'il existe de grandes propriétés de production de cacao, genre 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares et 2 champs de cacao en Haïti? En général, ce sont des petites propriétés. Ce sont des petites parcelles et c'est pour ça qu'il est important de les regrouper et de regrouper les petits producteurs en coopératives pour pouvoir avoir des quantités suffisantes en termes de logistique pour pouvoir ensuite traiter cette production. Mais est-ce qu'avec des parcelles de champs de cacao, est-ce qu'on ira loin sur le marché mondial du chocolat avec cette stratégie? Je n'ai pas compris les 2 premiers mots. Est-ce qu'avec ces petites parcelles de champs de cacao, on peut viser loin, on peut avoir de grandes ambitions sur le marché international? Oui, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'organisation. Et il est certain que les grandes propriétés rendent parfois les choses plus faciles au niveau de la logistique, mais notamment, mais ça reste faisable. Ce n'est pas parce que les propriétés sont petites que on ne peut pas, si on a déjà à travers le projet Profit, nous travaillons avec plus de 9000 producteurs. Donc tout est une question d'organisation et de structuration pour pouvoir fonctionner. Parler avec Fabrice Leclerc de l'Organisation internationale du travail, il est chef technique et Organisation internationale du travail. Et Robinson, permettez-moi de poser deux petites questions à M. Leclerc avant de savoir les raisons de cet engouement pour le chocolat haïtien. M. Leclerc,
est-ce que vous pensez qu'il serait opportun de faire de grands investissements, notamment d'investir dans de grandes propriétés de production de cacao en Haïti? Est-ce que c'est faisable? S'il y a un entrepreneur qui est en train d'écouter l'émission en ce moment, est-ce que vous lui conseilleriez d'investir à ce niveau? Et deuxièmement, vu votre expérience sur le terrain, il était dit par le passé que dans les zones frontalières, le cacao haïtien était vendu à des acheteurs en République dominicaine qui par la suite exportent le cacao haïtien vers l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Est-ce que c'est vrai ou pas? Deux questions, je vais commencer par répondre à la première. Oui. Oui, effectivement, vu les prix pratiqués sur les marchés internationaux pour le cacao, ça vaut effectivement grandement la peine d'investir, sachant que de toute façon, il faut attendre 3 à 4 ans pour que les cacaoyers commencent à produire à partir du moment où l'on obtient les plantules nécessaires pour faire croître les cacaoyers dans ces parcelles. Il faut évidemment que le sol soit adapté, mais de manière générale, oui, je le recommande vivement. Et peut-être que ce sera un moyen également de faire pression sur les autres aspects, parce que comme je vous l'ai dit, exporter relève pratiquement de l'exploit dans les conditions de sécurité actuelles du pays. Et j'espère que l'on va pouvoir trouver le moyen de résoudre ces problèmes qui sont pas négligeables. Au contraire, selon moi, ils sont majeurs si on veut vraiment pouvoir développer la filière cacao. Donc ça, c'est le premier point. Je réponds oui à votre question d'encourager des producteurs disposant d'une grande superficie à investir dans le cacao. Maintenant, pour les zones frontalières, oui, je n'ai pas de rapport précis par rapport à cela, mais je ne suis pas surpris parce que, encore une fois, si les producteurs ne disposent pas d'infrastructures suffisantes pour pouvoir fermenter eux-mêmes et ajouter de la valeur, et sachant les difficultés qu'il y a pour transporter des marchandises vers les ports qui permettent d'exporter, j'imagine que la solution pour ces petits producteurs, c'est de revendre à des entreprises mieux organisées de l'autre côté de la frontière, qui, eux, vont se charger de l'exportation. Ce qui est dommage, parce que justement, le cacao haïtien a une saveur et un arôme particulier qui fait justement que le cacao haïtien est très prisé sur les marchés internationaux. Robinson. Oui, justement sur la production haïtienne de cacao, il y a l'agronome Ketty Pacquiao qui vient tout juste de préciser que la production potentielle du pays est de 25 000 tonnes et l'an. Et l'agronome est auditrice et organique et équitable du cacao haïtien pour une firme française de certification écossaise. Merci pour la précision, agronome Pacquiao. Justement, monsieur Leclerc, on en parlait sur ce qui explique cet engouement pour le cacao haïtien. Est-ce parce que c'est cultivé de façon organique ou est-ce parce que le chocolat haïtien a moins d'additifs que les autres chocolats? Alors, j'allais dire les deux, mon général. Et je dirais même une troisième raison très importante, c'est que les sous-sols haïtiens sont dépourvus de métaux qui rentrent comme le nickel ou le cadmium, qui rendent la production impure. Et ça, c'est un gros avantage justement que nous avons par rapport à la République dominicaine, qui malheureusement retrouve des traces de nickel dans sa production.
Donc voilà, c'est une combinaison à la fois de la production bio par nature. D'ailleurs, jusqu'à il y a 3 ans, nous avions la possibilité de certifier bio, la production cacao, mais comme dans la mangue, suite à l'insécurité, il n'y a plus d'organismes sur place qui puissent établir cette certification. Nous ne disposons plus que de la certification équitable qui permet d'octroyer une ristourne aux petits producteurs après la vente de ce cacao sur les marchés européens. Donc voilà un petit peu la situation actuelle telle que je peux vous la décrire et donc insister sur le fait que oui, le cacao a un grand avenir parce que en Haïti, la production est effectivement bio par nature. Les saveurs et les arômes sont très particuliers et très prisés. Et les sous-sols sont en très grande majorité dépourvus de cadmium et de nickel, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment de la région. Vous avez dit un grand avenir pour le cacao haïtien, alors que on sait que cette filière est un décrescendo depuis des dizaines d'années. Mais je le répète, c'est à l'image de tout le pays depuis 2018. À partir du moment où on ne parvient plus à circuler librement sur les routes, il est difficile de pouvoir organiser une logistique qui permette d'exporter en grande quantité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas du projet Profit, juste pour vous donner une idée, on est passé de 25 tonnes en 2024 à 100 tonnes pour 2025, projeté d'ici le mois de décembre. Donc, dans notre cas, on opère une croissance significative, mais c'est parce que nous avons mis les moyens et travaillé sur tous les maillons de cette chaîne de valeur. Monsieur Desclercq, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bonne journée. Je vous en prie. Merci pour l'invitation et excellente journée à vous et à toute l'équipe également. Au revoir.